Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal. Nous sommes le lundi 15 avril 2024, il est actuellement 14 heures. Donc, une séance extraordinaire bien spéciale, effectivement, c'est le cas de le dire aujourd'hui, puisque l'ordre du jour, en fait, porte que sur un seul sujet, soit l'adoption de notre projet de règlement. Donc, c'est le dépôt pour une première adoption du plan d'urbanisme de la ville. Donc, c'est un grand jour pour nous. Nous sommes vraiment, vraiment contents d'être arrivés enfin à ce but ultime pour lequel nous travaillons depuis quand même un certain temps. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation pour assister à la présentation très générale du plan d'urbanisme. Donc, pour débuter, pour le faire de la façon la plus correcte qui soit, comme si on était dans une séance extraordinaire, est-ce que quelqu'un pourrait proposer l'ordre du jour? Merci. Donc, je vais débuter la présentation. Je pense que c'est Marie-Michel qui va faire. Donc, voilà, pour commencer rapidement, ben, c'est quoi un plan d'urbanisme? C'est pas plus compliqué que de dire que c'est un outil de planification essentiel pour une ville qui, au final, peut être en vigueur pendant 10, 15, même voire 20 ans, mais dans le cadre qui nous occupe actuellement pour la ville de Bécancour, c'est vraiment une planification pour au moins les prochaines 10 années. C'est vraiment une feuille de route très importante pour une municipalité d'avoir un plan d'urbanisme parce que ça nous guide dans notre prise de décision pour l'aménagement de notre territoire. Et comme vous le savez, la ville de Bécancour est quand même dans un contexte de croissance assez important. Donc, le plan d'urbanisme prend vraiment encore une fois davantage de sens lorsqu'on pense dans le contexte dans lequel on se trouve actuellement. Donc, maintenant, pour parler de la vision et des valeurs qui ont guidé l'élaboration de ce plan. Donc, la ville de Bécancour, vous le savez, c'est une ville quand même qui a des caractéristiques très distinctes parce que c'est une ville qui est sur un territoire très, très vaste, composé de 6 secteurs. Donc, comme vision collective, mais pour nous, c'est une ville unie qui est justement propulsée par ses milieux de vie attrayants, inspirants et dynamiques, qui s'investit pleinement dans une croissance humaine et durable, tout en mettant en valeur son passé et en développant tout le potentiel de sa communauté. Donc, il y a 3 valeurs phares qui guident l'ensemble de notre plan, de notre vision de développement. Donc, tout d'abord, un milieu de vie inspirant, donc une ville où la qualité de vie est source de fierté, d'appartenance. Développement durable comme valeur également parce que Bécancour se veut une ville verte, humaine et innovante. Et finalement, Bécancour est une communauté dynamique parce que c'est une ville qui appuie son développement sur l'expérience et l'engagement citoyen. Et évidemment, au cœur de tout ça, c'est les citoyens et c'est la vision de la ville de Bécancour. Donc, le contexte de planification, pour vous faire un petit résumé rapide, notre dernier plan d'urbanisme datait de 1991. Donc, encore une fois, lorsqu'on dit que la démarche actuelle prend tout son sens, oui, dans le contexte actuel, mais aussi de par la vétusté du plan d'urbanisme antérieur, bien qu'il y ait eu quand même un certain nombre de mises à jour, mais n'empêche que le contexte actuel demandait vraiment une refonte complète. Donc, à partir de 2022, et là, je rappelle à tout le monde que aussi, c'était un engagement qui me tenait vraiment à cœur. Donc, depuis 2022, la révision s'est amorcée. Le service d'urbanisme accompagné de la firme La Boîte d'urbanisme a commencé vraiment les premiers travaux, en fait, là, pour mettre la table sur cette grande réflexion qui est le plan d'urbanisme. Et à partir du printemps 2023, et là, on en reparlera un petit peu plus tard, là, il a commencé à avoir une démarche de consultation citoyenne et tout. Mais pour ce qui est des prochaines étapes, aujourd'hui, c'est l'adoption du budget. Le 2 mai prochain, ce sera l'Assemblée de consultation citoyenne. Et le 3 juin, ce sera l'adoption finale du plan d'urbanisme. Donc, je vous en parlais, depuis l'automne 2022, se sont amorcés les travaux de révision.
En avril, il a commencé à avoir des ateliers de discussion avec les élus, les représentants également des différents services municipaux, les citoyens également qui ont été consultés. On a sillonné vraiment l'ensemble des secteurs de la ville. Il y a 85 personnes qui ont participé à cette démarche participative. Et pendant l'été, ben, la ville aussi a fait appel à divers experts, notamment Vivre en ville, qui est une firme quand même assez spécialisée dans le domaine. Et finalement, à l'automne 2023, il y a également eu un sondage numérique et papier où 257 citoyens et citoyennes ont répondu. Donc, on débute officiellement le processus d'adoption à compter d'aujourd'hui. Les documents sur lesquels on s'est appuyé, qui se trouvent intégrés dans notre plan d'urbanisme, mais sont la charte pour une croissance humaine et durable que je vous rappelle que nous avons adopté comme conseil municipal l'automne dernier parce que justement, compte tenu de la croissance accélérée que vit la ville, le conseil municipal a vraiment senti le besoin de donner des grandes orientations aux promoteurs et différents entrepreneurs qui développent sur notre territoire. Donc, cette charte-là était vraiment une prémisse à tous les travaux de refonte relatifs au plan d'urbanisme. Donc, évidemment, pour nous, c'était vraiment important que cette charte se retrouve intégrée dans notre plan. Et on retrouve également de façon intégrée le plan stratégique de développement durable, la politique de développement durable, le plan directeur des parcs et espaces verts, le plan directeur des pistes cyclables, la politique des aînés et la politique familiale. Tous des documents également qui font l'objet d'une mise à jour et qui seront adoptés très, très, très prochainement. Pour faire un rapide contexte historique, j'aimerais rappeler, oui, vous pouvez changer de slide, merci. Donc, j'aimerais rappeler que la ville de Bécancour et le parc industriel et portuaire, mais c'est deux réalités qui sont interreliées et qui ont toujours été en constante évolution. Et ça, mais on parle d'un retour en 1965 lors de la fusion de la ville de Bécancour. Il faut se rappeler que déjà, les décideurs de l'époque, on parle de 11 villages et paroisses, avaient déjà cette vision de vouloir bonifier leur milieu de vie et de donner des services additionnels à leur population. Donc, en vue de la création du parc industriel et portuaire de Bécancour, mais ces 11 villages et paroisses qui se sont fusionnés, c'était presque une première au Québec. Et là est née la ville de Bécancour en vue justement de la création du parc industriel. Donc ça s'est fait dans les années 60, 65 précisément pour la fusion de la ville et 68 ensuite pour la création du parc industriel et portuaire de Bécancour. Je rappelle que le parc industriel, en fait, c'est une société d'État, c'est une entité autonome, pleinement autonome. Donc, ce qui s'y passe, le développement qui s'y passe, c'est le fait de la société du parc. Par contre, la ville, évidemment, elle est interreliée à tout ce qui se passe comme développement au sein du parc industriel, puisque, évidemment, les impacts par rapport aux différents milieux de vie, c'est la ville de Bécancour qui l'absorbe et qui en bénéficie, évidemment. Donc, tout le monde sait que le parc, il y a eu différentes phases de développement, des phases avec des bonnes nouvelles, des phases avec des moins bonnes nouvelles. Donc, actuellement, avec l'annonce et le développement majeur qu'on y connaît, c'est clair que la ville de Bécancour est également à l'aube d'une forte croissance. Donc, c'est une condition qui n'était vraiment pas à négliger dans la refonte de notre plan d'urbanisme. D'ailleurs, si on parle de constat démographique, en 2024, la population de la ville de Bécancour est à 14 437. L'âge médian actuel est de 44 ans. Et j'attire votre attention sur le fait que cet âge médian-là, en fait, c'est l'âge le plus jeune du territoire de la MRC et également du centre du Québec. Donc, c'est un indice également sur lequel on a construit parce que ça veut dire que la ville de Bécancour est quand même une ville attrayante pour les jeunes familles et les jeunes familles qu'il ne faut pas oublier dans l'élaboration de l'ensemble des actions et des cibles sur lesquelles on entend travailler pour les prochaines années.
Donc, autre chose aussi que je trouve important de vous mentionner, c'est que depuis quand même 2015, la ville a vu croître sa population de 12%. Donc, malgré, et ça bien avant l'annonce de l'arrivée de la filière batterie. Donc, ça veut dire que Bécancour était déjà une ville en croissance avant le début de l'implantation de la filière. Maintenant, si on regarde les projections d'ici 2027, et là, ben, c'est quand même assez vertigineux comme chiffre, et c'est des projections très conservatrices. La population de Bécancour pourrait croître jusqu'à 17 800. Donc, en 3 ans, c'est une hausse de 19 qui est anticipée pour la population. Ça représente 4 800 emplois, autant des emplois directs, indirects qu'induits. Donc, direct, c'est vraiment les emplois qui sont créés dans les nouvelles industries du parc. Indirect, c'est tout ce qui pourrait se tisser autour des activités des industries du parc et induit. Mais il faut penser à tous les services qui viendront bonifier le milieu de vie de Bécancour. On peut penser restauration, on peut penser dépanneur, on peut penser services professionnels, commercial, additionnel. Donc, c'est vraiment un chiffre conservateur, mais nous estimons qu'il y aura 4 800 emplois de plus sur le territoire. Donc, selon les estimés toujours, on pense qu'il y aurait l'ajout de 2 400 nouveaux logements d'ici 2027. Donc, comme vous le voyez, selon ces projections, il faut vraiment se doter d'une vision claire par rapport à la croissance et au développement qui arrive à Bécancour. Et comme je l'ai expliqué dans les séances d'information que nous avons tenues avec nos citoyens jeudi dernier, la ville de Bécancour a vraiment décidé d'être proactive, en fait, d'assurer un leadership pour faire en sorte que ce développement, cette croissance, au final, se fasse au bénéfice de notre population et qu'au final, ce soit les citoyens de Bécancour qui en ressortent gagnants et que la ville de Bécancour ne soit pas qu'une autoroute en fonction de ce grand développement qui arrive chez nous. Donc, quelques constats démographiques aussi importants. Il y a 76 des logements qui sont des maisons unifamiliales isolées actuellement. On voit par contre vraiment un changement au niveau de l'émission des permis parce que de plus en plus de multilogements commencent à prendre forme sur notre territoire. Moins de permis pour de l'unifamilial qui sont émis, davantage pour du multilogement. Le contexte aussi financier favorise ce constat, mais aussi le fait qu'il y a énormément de demandes en termes aussi d'unités de logement, puis le fait que de plus en plus, les villes doivent densifier leur territoire. Également, comme constat, le lieu de résidence des personnes qui travaillent sur le territoire de la ville est majoritairement Trois-Rivières, avec environ 36 de ces personnes-là qui habitent Trois-Rivières, mais qui travaillent sur le territoire de la ville, suivi de près par Bécancour. Donc, 33 des personnes qui travaillent sur le territoire de Bécancour habitent le territoire de Bécancour. Évidemment, on aimerait augmenter ce pourcentage. Et justement, la rétention espérée pour les travailleurs, les futurs travailleurs de la filière batterie est de 50 ce qu'on pense tout à fait réaliste, ambitieux, réaliste et faisable et réalisable. Donc, pour que tout ça se réalise, évidemment, on prend les actions nécessaires. Donc, justement, pour que cela se réalise, on a vraiment vérifié le potentiel de chacun de nos secteurs en termes de développement, évidemment. Et là, ici, on parle vraiment de secteurs, en fait, des zones, des périmètres urbains déjà existants. Donc, on n'est pas du tout en train de parler de demande d'exclusion à la zone verte. Puis aussi, c'est même avant qu'on obtienne l'assentiment pour l'extension de nos périmètres d'urbanisation. Donc, au niveau de Gentilly, actuellement, c'est le plus grand potentiel de développement résidentiel pour l'ensemble du territoire de la ville. Il y a 50 de ce potentiel-là qui est voué à être fait à court terme.
Pour Bécancour, mais c'est la totalité des espaces vacants disponibles au développement résidentiel du secteur qui seront développés cette année en 2024 et terminés en 2025. Pour Saint-Angèle-de-Laval, le périmètre urbain principal de ce secteur ainsi que le plateau Laval, plus particulièrement, présente vraiment un fort potentiel de développement résidentiel. À Saint-Grégoire, le potentiel de développement résidentiel est concentré dans le périmètre urbain principal qui correspond au village que nous connaissons. Puis, une bonne partie de ces espaces seront construits en 24-25 également. Par contre, pour Saint-Grégoire, il y a un grand potentiel de développement pour un secteur qui est plus commercial. Donc, c'est le secteur qui longe l'autoroute 55. Donc, vraiment encore de disponible une zone commerciale et industrielle. Précieux-Somme, mais c'est un secteur qui est pratiquement construit et consolidé. Sainte-Gertrude, il y a quelques terrains vacants. D'ailleurs, c'est le seul secteur où la ville possède des terrains, donc une réserve foncière pour laquelle, d'ailleurs, les travaux là, débutent pour la construction de la nouvelle rue. Donc, dans quelques semaines, ce sera des terrains qui seront disponibles pour vendre à des nouveaux citoyens. Et il faut mentionner également que pour Sainte-Gertrude, il y a un potentiel de développement au niveau de l'usage industriel léger. Donc, ce qui fait qu'avec tout le potentiel que je viens de vous présenter, et ça pour chacun des secteurs, il y a une possibilité d'ici 10 ans de plus ou moins 6 700 nouveaux unités de logement. Donc, c'est vraiment vertigineux comme chiffre, mais encore une fois, c'est tout à fait réaliste et réalisable. Donc maintenant, si on rentre vraiment au niveau du plan d'urbanisme, de nos orientations et de nos objectifs, un des principaux objectifs, parce que ça faisait partie de nos discussions de départ, comment faire en sorte que les caractéristiques de la ville de Bécancour puissent être vraiment, au final, conservées, maintenues dans tout ce développement qui arrive chez nous, puis de faire en sorte qu'on puisse vraiment aussi garder l'unicité de chacun des secteurs qui composent la ville. Donc, l'orientation générale que nous avons retenue, c'est de mettre en valeur l'identité bécancouroise et privilégier une croissance humaine et durable qui contribue à la création de milieux de vie de qualité et inspirants. Donc, on ne pouvait pas avoir l'ambition de créer un centre-ville à Bécancour parce que, bien que ça pourrait être fort agréable, surtout comme élu, c'est difficile avec les 6 secteurs bien vivants, bien uniques, avec leurs couleurs qui leur sont propres. C'est important pour nous de conserver ces caractéristiques qui sont propres à la ville de Bécancour. Donc, dans cet aspect-là, dans cette vision-là, mais nos 6 objectifs d'aménagement sont les suivants. Créer des milieux de vie vivants, mixtes et diversifiés. En deuxième lieu, planifier un développement plus vert et résilient au changement climatique et à l'environnement. En troisième lieu, rendre la mobilité durable plus accessible et sécuritaire. En quatrième lieu, mettre en valeur le patrimoine et les attraits du territoire. En cinquième lieu, favoriser une agriculture dynamique et de proximité. Et finalement, comme 6e objectif, bonifier les services publics à la population. Donc, tout à l'heure, vers la fin, je vais reprendre chacun des objectifs et vous donner les grandes actions en lien avec chacun d'eux. Mais avant d'y arriver, j'aimerais vous parler de concept d'organisation spatiale pour la ville. Donc, il y a quelques faits saillants là, sur le territoire de notre ville pour vraiment, en fait, ça nous représente, c'est vraiment Bécancour. Donc, ce qu'on souhaite faire, c'est mieux interrelier les différents secteurs entre eux, principalement par le réseau cyclable, revitaliser les noyaux villageois, les routes historiques et mise en valeur de notre patrimoine bâti. Assurer aussi une plus grande accessibilité des cours d'eau et aux fleuves. Et finalement, on a vraiment l'intention de consolider nos périmètres urbains. Donc maintenant, je vais demander à notre directeur du service d'urbanisme, Ghislain Barry,
de vous présenter les affectations, les grandes affectations du sol en lien avec le plan. Les affectations du sol reflètent la vision d'aménagement du territoire et expriment la vocation dominante souhaitée ainsi que les usages complémentaires. Ils sont sur la carte. Je vais débuter. Les affectations urbaines sont identifiées en jaune sur la carte. Les affectations urbaines, c'est 6 périmètres urbains principaux qui composent les 6 secteurs de la ville et 2 périmètres urbains secondaires pour le plateau Laval et la seigneurie Godefroy. C'est à l'intérieur de ces périmètres urbains-là qu'on va voir la majorité des développements résidentiels et commerciaux. C'est là qu'on va avoir la densité, mais la densité, ce n'est pas nécessairement du multifamilial. On retrouve là-dedans aussi les maisons, le bifamilial, trifamilial et les pavillons accessoires là, en logement accessoire à l'usage résidentiel. Il y a 3 zones qui ont été définies comme étant non prioritaires à l'intérieur de ces périmètres urbains-là qu'on appelle les zones de réserve. Il y en a 2 à Gentilly et une à Bécancour. Ces secteurs-là vont être développés plus tard parce qu'ils nécessitent plus d'investissement à la ville de Bécancour pour les développer. Les autres affectations, on va les lire sur le chat. On a les affectations rurales en rose, en violet, les affectations industrielles, en saumon, villégiature et récréative. On a l'affectation faunique aussi, conservation. Et les 3 premières qu'on retrouve dans la légende, c'est l'agricole, l'agroforestier et l'affectation forestière qui couvre la majeure partie de notre territoire. D'ailleurs, on va le voir sur la prochaine diapo. Juste l'affectation agricole là, couvre à peu près 50% en moyenne là, du territoire de la ville de Bécancour. Et si on ajoute l'affectation forestière, ben, presque 88% du territoire qui est voué à ces 2 affectations. Donc, vraiment, Ghislain, lorsqu'on voit la carte de Bécancour, on voit à quel point c'est un territoire très vaste et agricole. 7 km² en superficie. C'est très vaste et ça fait partie aussi, oui, des caractéristiques qui nous sont propres, évidemment, mais ça fait aussi partie quelquefois de nos contraintes parce que c'est quand même quelque chose de développer un territoire de cette vastitude. Ça demande beaucoup de moyens et d'infrastructures. 6 noyaux villageois. 6 noyaux villageois, effectivement. Donc, maintenant, je vais demander à William Gélina, l'urbaniste, de nous présenter les composantes, contraintes et territoires d'intérêt. Pour débuter, les composants naturels. Donc, on en retrouve 4 catégories sur notre territoire. Premièrement, les zones inondables qui sont aussi séparées en 4 catégories, soit 2 types de zones de grand courant, des zones de faible courant et des zones inondables par embâcle. Donc, on les retrouve principalement le long du fleuve Saint-Laurent, qui borne notre territoire sur environ 35 km, et en rive du lac Saint-Paul et en bordure des rivières Marguerite, Godefroy, Bécancour et Gentilly. Ensuite, on a également des bandes riveraines situées en bordure de tous les cours d'eau de la ville. Puis, également des zones de risque de glissement de terrain. Donc, en raison des sols argileux présents sur le territoire, la ville a dû mettre à jour sa réglementation et ses cartes concernant ce type de zone, qu'on retrouve principalement en bordure des cours d'eau et du coteau qui traverse la ville entre les secteurs de Saint-Angèle et Gentilly, en passant par les territoires du parc industriel et portuaire de Bécancour et du plateau Laval. Puis, finalement, on retrouve des milieux humides également dans chacun des secteurs de la ville. Et comme nous connaissons aujourd'hui la valeur importante des milieux humides, bien, pour chacun des projets de développement sur le territoire, on doit réaliser au préalable des études afin de les caractériser. Ensuite, pour ce qui est des contraintes, on a des contraintes anthropiques et des infrastructures qui sont des composantes importantes du territoire. Donc, il faut les prendre en compte. Également, à ça s'ajoutent les îlots de chaleur urbains et les espaces minéralisés. Donc, par exemple, on a les industries lourdes du parc industriel, on a les sites d'enfouissement, le réseau routier, comprenant notamment les autoroutes 30, 55 et la route 132, qui sont tous des axes structurants du territoire.
On a également un réseau ferroviaire et un réseau de transport de ressources naturelles. Ensuite, on a des territoires d'intérêt. Donc, premièrement, on a du patrimoine à caractère naturel, faunique et floristique, notamment le secteur de la Petite Floride à Bécancour, la réserve écologique Léon Provencher, qui est située en bordure du lac Saint-Paul et de la rivière Godefroy. On a le parc écologique Godefroy, le parc régional de la rivière Gentilly, le jardin des Lilas dans le secteur de Bécancour et la forêt du Musée de la biodiversité du Québec. Ensuite, pour ce qui est du patrimoine historique, on a le pont des Raymonds, le pont Trahan-Savoie, le pont La Violette, le moulin Michel et le moulin à vent de Saint-Grégoire, ainsi que l'avenue Nicolas-Perrault, présente une bonne qualité de son cadre bâti. Ensuite, pour ce qui est du patrimoine à caractère industriel, maritime et scientifique, on retrouve le parc industriel et portuaire de Bécancour, la centrale nucléaire, le parc industriel La Prade, le quai de Saint-Angèle-de-Laval et le musée de la biodiversité du Québec. C'est ce qui complète la section ici. Merci beaucoup, William. Donc, j'enchaîne maintenant avec les objectifs et les actions. Donc, les objectifs que je vous ai mentionnés tout à l'heure, nous en avons 6. Pour chacun des objectifs, nous avons des actions, évidemment, puis quelques cibles. Donc, je vais vous identifier les actions et je vais demander à Grégory pour chacune des actions, en fait, là, de donner 1 ou 2 exemples de cibles. Donc, premier objectif, de créer des milieux de vie vivants, mixtes et diversifiés. Donc, par rapport aux actions, favoriser la diversification des types de logements pour répondre aux besoins d'une clientèle variée, favoriser une densification stratégique, assurer une cohabitation harmonieuse entre les différents usages. On parle ici du résidentiel, du commercial et de l'industriel. Assurer une desserte commerciale et de services de proximité accompagnant le développement futur et bonifier la desserte existante en parcs et espaces verts et planifier celle des nouveaux quartiers. C'est sûr que dans ces actions-ci, on travaille beaucoup sur la réglementation. Donc, dans le fond, on vise à se doter de réglementation et d'outils qui vont notamment nous permettre de travailler sur le droit de préemption, une meilleure densification, des outils pour rénover et construire des logements abordables. C'est une grande priorité pour le conseil municipal d'accroître l'offre de logements abordables sur notre territoire. La desserte commerciale, notamment sur le plateau Laval, qui offre un potentiel là-bas. Et pour ce qui est des parcs, par exemple, d'augmenter le ratio de parcs par hectare par 1000 habitants. Donc, l'objectif, c'est d'avoir 4 hectares par 1000 habitants de parcs. Donc, c'est tout ce type de cibles-là qu'on vise avec ces objectifs et actions. Merci. Donc, maintenant, pour le deuxième objectif, planifier un développement plus vert et résilient au changement climatique et à l'environnement. Donc, comme action, encadrer l'abattage et exiger la plantation, la plantation d'arbres, verdir les infrastructures pour une meilleure gestion des eaux et une réduction des îlots de chaleur urbains, conserver et mettre en valeur les milieux naturels, adopter un plan de réduction des émissions de carbone. Ici, on vise notamment, par exemple, à évaluer l'indice de canopée pour pouvoir agrandir notre indice de canopée sur le territoire, de travailler sur un règlement pour encadrer l'abattage d'arbres, un nouveau règlement pour augmenter le verdissement de nos infrastructures, et puis réduire évidemment les îlots de chaleur, travailler sur l'augmentation des milieux naturels et milieux humides. Et puis pour ce qui est du plan de réduction des émissions de carbone, bien, ça va passer de la cartographie jusqu'à définir évidemment les objectifs plus précis, puis ultimement avoir un tableau de bord pour pouvoir faire des suivis plus étroits, tout ça de façon transparente avec la population. Merci. Maintenant, comme troisième objectif, rendre la mobilité durable plus accessible et sécuritaire. Donc, mettre en œuvre l'interconnexion du réseau cyclable tout en améliorant son attractivité et sa sécurité. Favoriser et améliorer les déplacements piétons dans chacun des périmètres urbains. Et finalement, soutenir le renforcement du transport collectif et la mise en place de solutions en partage et électrique.
La piste cyclable, c'est une des très grandes priorités de la population et du conseil. Donc, c'est évidemment quelque chose sur lequel on travaille. Le budget et le plan triennal des mobilisations traduisent ça aussi, puisqu'il y a des grandes sommes qui sont accordées. Donc, ce qu'on vise, c'est d'augmenter le nombre de kilomètres de pistes cyclables, relier les noyaux intervillageois, on en parle beaucoup. Augmenter l'offre d'avancées de trottoirs, pas l'offre, mais augmenter le nombre d'avancées de trottoirs dans nos rues résidentielles, notamment pour pouvoir assurer une plus grande sécurité des citoyens. Et puis, augmenter l'offre aussi de transport en commun sur notre territoire. Donc, en collaboration avec l'organisme Transport des personnes de la MRC de Bécancour. Merci. Quatrième objectif maintenant, mettre en valeur le patrimoine et les attraits du territoire. Donc, comme action, valoriser le patrimoine bâti et le paysage, intégrer les projets au paysage des noyaux villageois, aménager de nouveaux accès aux cours d'eau et aux fleuves et valoriser l'existant. Ici, on se donne comme cible une nouvelle politique de préservation du patrimoine, un programme d'aide pour revitaliser les noyaux villageois et les axes qui sont un peu plus historiques là, sur notre territoire. Merci. Cinquième, favoriser une agriculture dynamique et de proximité. Donc, prioriser l'intégrité de la zone et le développement optimal des activités agricoles. Viabiliser la zone agricole par une occupation ciblée et bien intégrée, et finalement faire connaître et soutenir l'agriculture de proximité accessible à la population. Comme cible pour ce point-ci, donc évidemment, on vise à travailler en collaboration avec les producteurs agricoles sur notre territoire pour mettre en valeur les circuits courts, évaluer la possibilité d'avoir des mini-marchés publics, et travailler sur des règlements qui vont notamment permettre l'agriculture urbaine. Et finalement, comme sixième objectif, bonifier les services publics à la population. Donc, par les actions suivantes, desservir adéquatement en infrastructures de proximité les secteurs de la ville, assurer l'accessibilité universelle des bâtiments, des aménagements et des équipements publics, offrir des parcs agréables, diversifiés et sécuritaires pour tous, comportant des aménagements de qualité et faciles d'entretien, et finalement, s'assurer d'une gestion responsable de l'eau potable. Alors, comme cible dans ce point-ci, c'est un point évidemment qui implique la collaboration avec différents organismes, dont le CIUS, le Centre de services scolaires. Donc, comme cible, on se dote de ces, pour faciliter l'implantation de l'école de la batterie sur notre territoire, travailler avec le Centre de services scolaires pour planifier peut-être une nouvelle école secondaire si c'est nécessaire, accroître l'accessibilité universelle des bâtiments publics. Et donc, de l'automne, on se donne comme cible que tous nos bâtiments publics soient éventuellement accessibles pour les personnes à mobilité réduite. Et puis, pour les parcs, donc renforcer la sécurité dans les parcs par l'éclairage, le Wi-Fi, et puis une meilleure animation aussi dans les parcs. Pour ce qui est de la consommation d'eau, on vise vraiment à se doter d'une meilleure stratégie de gestion de l'eau potable, notamment en commençant par évaluer la consommation actuelle et puis se doter de cibles très précises pour la réduire, cette consommation sur notre territoire. Merci. Donc voilà, ça fait le tour des objectifs, des actions et quelques cibles qui vous ont été données en exemple. Je rappelle, mais en même temps, c'est la première fois que je le dis, le plan d'urbanisme est disponible, je crois, dès cet après-midi sur notre site Internet. Donc, l'entièreté des cibles sont bien identifiées. Donc, maintenant, pour enchaîner et conclure, je veux vous parler de certaines opportunités d'aménagement et de développement par secteur. Donc, lors de la consultation citoyenne, déjà, les citoyens ont fait part de de quelle façon ils voyaient leur secteur, comment on peut planifier l'aménagement pour chacun d'eux, et en collaboration évidemment avec le service d'urbanisme. Donc, voilà les opportunités pour chacun des secteurs. Pour Bécancour, on y voit vraiment la création ou un renforcement du pôle de rassemblement au cœur de la ville. Déjà qu'on y retrouve l'hôtel de ville, la bibliothèque, l'aréna. Donc, on parle vraiment d'un cœur pour les services publics. Ensuite, pour Bécancour, on veut aménager et améliorer l'accès à la rivière Bécancour et à la Petite Floride. Donc, des projets qui sont vraiment en discussion actuellement. On veut également miser sur la valeur patrimoniale de l'avenue Nicolas-Perrault
et, comme mentionnait Grégory tantôt en parlant des cibles, faire en sorte qu'on puisse construire un milieu de vie autour de l'école de la batterie, école qu'on souhaite vraiment l'implantation tout près du parc industriel, donc au sein même du secteur Bécancour. Maintenant, pour le secteur Gentilly, le secteur Gentilly vraiment comporte un potentiel touristique et événementiel très large. Donc, déjà avec la présence du Moulin Michel, du complexe équestre, on veut également bonifier l'accès au fleuve Saint-Laurent via l'avenue des Hirondelles. La création également, il y a déjà un lieu de rassemblement au cœur du village avec l'Agora. Et aussi miser sur le potentiel de développement résidentiel, comme vous l'avez vu tantôt, là, qui est quand même assez grand pour le secteur de Gentilly. Donc, construire vraiment, poursuivre la bonification du milieu de vie de Gentilly avec ce grand potentiel de développement. Pour le secteur Précieux-Sang, c'est un secteur vraiment à caractère rural et de villégiature où on retrouve vraiment une grande quiétude, des activités agricoles dynamiques de proximité et agrotouristiques. Précieux-Sang également présente un potentiel de valoriser le réseau cyclable, soit par le boulevard du Danube et le chemin Éon, qu'on appelle aussi le chemin des Érablières. Et aussi, Précieux-Sang présente la présence d'équipements sportifs tels que le pump track et la glissoire qui s'est ajoutée l'hiver dernier, et également un potentiel de sentiers pédestres et d'hébertisme qu'on souhaite y développer. Dans le secteur Saint-Angèle, on souhaite la création d'un grand pôle récréotouristique, déjà avec la présence du quai, en fait, et du musée de la biodiversité. Nous pensons que vraiment Saint-Angèle est appelé à devenir un grand pôle récréotouristique, aussi par la mise en valeur des milieux naturels et l'accès au fleuve Saint-Laurent. Un grand potentiel également de développement domiciliaire et d'aménagement de parcs qui est à venir, et un potentiel également de desserte commerciale et de services. Pour Sainte-Gertrude, déjà dans le passé, son identité équestre a été mise de l'avant. On souhaite poursuivre dans la même veine. Déjà aussi, Sainte-Gertrude, on y reconnaît un dynamisme, notamment par des organismes tels que le Café des Trois Cloches. Il y a également un potentiel résidentiel actuellement à Sainte-Gertrude avec la réserve foncière, potentiel également commercial de proximité et d'industrie légère. Et finalement, Sainte-Gertrude présente également un accès au parc régional de la rivière Gentilly par un sentier et un aire de repos là, pour le cavalier et son cheval. Saint-Grégoire, c'est assez le pôle commercial de la ville actuellement. Donc, on veut vraiment bonifier les liens piétons entre les différents secteurs qui composent Saint-Grégoire, des liens cyclables également entre le cœur villageois et les différentes autres parties du secteur. Une mise en valeur des produits d'appel que sont le marché Godefroy, le terrain de golf, le parc écologique Godefroy également. Un pôle diversifié qui inclut une présence significative d'aînés avec la présence de la Villa Domaine. Donc, c'est ce qui fait également que des fois, ça peut un peu changer les statistiques là, par rapport à la population qui habite le secteur Saint-Grégoire, étant donné la présence quand même d'une population d'aînés au cœur même du cœur villageois. Donc, c'est quelque chose comme ville que l'on doit réfléchir lorsqu'on parle et on pense à des services puis à des loisirs pour le secteur. Et également, Saint-Grégoire a un grand potentiel de sentiers et d'accès au fleuve Saint-Laurent. Donc, voici les opportunités d'aménagement pour chacun des secteurs. Donc, de façon résumée, brève, les éléments qui composent notre plan d'urbanisme puis qui reposent vraiment sur la croissance de notre ville, on peut le résumer vraiment en trois grands éléments distincts, soit dynamiser nos milieux, miser sur le développement des potentiels et bonifier la qualité de vie de notre ville, renforcer le verdissement de nos infrastructures et innover dans la lutte au changement climatique. Et finalement, valoriser le patrimoine historique, naturel, touristique et agricole. Donc, voilà ce qui pourrait résumer notre plan d'urbanisme en quelques phrases. Donc, je vous rappelle, la prochaine étape
par rapport au plan dans tout le processus d'adoption, c'est la tenue de l'Assemblée de consultation citoyenne qui se tiendra le 2 mai prochain, ici même à l'Hôtel de Ville, à 18h30. Donc, d'ici là, la documentation est disponible sur le site Internet de la Ville. On invite vraiment toute la population à en prendre connaissance, à participer en grand nombre à l'Assemblée de consultation citoyenne pour faire part de leurs suggestions, commentaires, recommandations. Donc, voilà, c'est ce qui conclut la présentation de notre plan d'urbanisme. Avant vraiment de terminer, je m'en voudrais de ne pas dire des merci. Des merci vraiment, premièrement, à mes collègues élus, parce que vous avez été très assidus dans l'ensemble des travaux qui ont été requis pour la refonte de ce plan d'urbanisme. Ça a été quand même quelques comités de travail à ce sujet. Vous avez été consultés. Marion a porté aussi ce comité avec le service d'urbanisme. Donc, vraiment, un grand merci à chacun de vous. On a réussi, je pense, à élaborer un plan d'urbanisme avec des idées qui nous rassemblent, qui nous ressemblent. Donc, pour moi, c'est vraiment, vraiment important. C'est vraiment un grand aboutissement aujourd'hui. Un grand merci aussi, évidemment, à Ghislain et à toute ton équipe, à William. Vous avez travaillé d'arrache-pied avec tout le travail qui se passe actuellement au service d'urbanisme. Vous êtes hyper sollicités par l'ensemble du développement qui se passe sur notre ville. Donc, vraiment, un grand merci pour le travail que vous avez fait au cours des derniers mois pour arriver à ce résultat. Puis, évidemment, avec le soutien, le travail, l'implication indéniable de notre directeur général, Grégory, et la directrice générale adjointe, Isabelle. Donc, vraiment, c'était toute une équipe qui était autour de ces grands travaux de refonte. Donc, voilà, on serait rendu maintenant à l'adoption du projet de règlement. Est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Ton anniversaire, j'imagine, Pascal. Donc, Pascal Doucet qui propose. Est-ce que vous êtes tous en accord avec le plan déposé? Oui. Merci. Donc, c'est donc unanime. Et selon les procédures en lien avec l'adoption du plan d'urbanisme, il faut également faire un avis de motion. Est-ce que quelqu'un va en faire l'avis de motion? Annie Gauthier. Merci beaucoup. Nous serions maintenant à la période de questions. Il reste des démarches là, comme pour agrandir le périmètre urbain, changement de zonage, ça doit travailler à faire à ce niveau-là pour l'adoption de votre. Pour mettre ça, comme on dit, sur la plaque. Mais le plan d'urbanisme en soi va déjà être en concordance avec le schéma d'aménagement de la MRC. Donc, c'était la première priorité de la Ville parce qu'il fallait vraiment faire les travaux pour qu'on puisse justement être en concordance avec le schéma d'aménagement. Par rapport aux demandes d'extension des périmètres urbains, mais les travaux suivent leur cours et ça ne vient pas du tout empêcher l'adoption du plan d'urbanisme comme on le dépose aujourd'hui. Donc, l'extension des périmètres urbains, lorsque approuvée par le ministère des Affaires municipales et la MRC, bien, viendra faire en sorte qu'on devra faire déjà une modification à notre plan d'urbanisme. Mais tous ces travaux-là sont déjà en cours et vont rondement. Mais ça n'empêche pas l'ensemble des développements là, que je vous ai présentés un peu plus haut. C'est déjà autorisé, tout ça. C'est déjà dans les zones qui peuvent être développées. Oui. À long terme, est-ce qu'il y a plus que ça? Je me trompe, je pense que parce que ça inclut quand même une partie du plateau Laval qui, elle, c'est déjà zoné blanc, mais qui est en demande d'extension du périmètre urbain. C'est la grande distinction. Hein? Il faut vraiment développer notre zone blanche qui n'est pas incluse dans notre périmètre urbain en phase, mais on prévoit que d'ici 10 ans, l'ensemble de cette zone blanche-là devrait être développée. Donc, pour l'instant, il n'y a pas du tout de demande d'exclusion à la zone agricole. On ne vise que la zone blanche. Parfait. Donc, si vous êtes d'accord, on lèverait la séance. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Merci beaucoup. Donc, c'est ce qui met fin à notre séance extraordinaire. Merci infiniment de votre présence.